Bonjour a tutti, aia tafosho salve. Ado bienvenue. Bonjour, c'est content de vous accueillir à Saint-Nicolas pour la conférence annuelle du Centre d'études franco-provençales. Malheureusement, le groupe n'est pas encore au complet. Il y a quelques participants qui probablement ont eu des difficultés. Il paraît que le tunnel du Mont-Blanc demandait un temps d'attente un peu long. Donc voilà, une explication parmi d'autres. Et je vais donner la parole à Madame Marlène Domaine, qui est la syndic de la commune de Saint-Nicolas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Saint-Nicolas. Je vous donne la bienvenue, je vous porte les salutations de l'administration communale ainsi que du bureau de direction du Centre d'études franco-provençales, en particulier du président Bruno Zanivan qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. C'est toujours une belle occasion, celle de la conférence annuelle sur l'activité scientifique du Centre d'études franco-provençales. Cette année dans une période drôle, au printemps et pas en automne ou au commencement de l'hiver. Mais le tunnel nous a imposé un changement, la clôture du tunnel nous a imposé un changement de programme. Je salue l'assesseur Jean-Pierre Guichard qui est parmi nous aujourd'hui. Et permettez-moi de remercier l'assesseur et l'administration régionale toute, de la part de l'administration communale et du Centre d'études franco-provençales, car dans les dernières années, il y a eu une particulière attention au Centre d'études. Peut-être que quelqu'un le sait déjà, on a le siège qui était fermé depuis longtemps et d'importantes ressources ont été disposées il y a 2 ans pour les travaux, pour pouvoir réouvrir le siège. Et il y a quelques jours, le centre d'études a été reconnu avec une loi régionale en tant qu'activité, association qui porte en avant une activité fondamentale dans l'étude de la culture et de la langue franco-provençale. Et d'importantes ressources seront dédiées dès l'année prochaine à l'activité du centre d'études. Je vous souhaite un bon travail ici et je passe la parole au président de l'association des sports populaires, Guido Todule. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon après-midi à toutes de ma part aussi. Je m'appelle Guido Todule, je suis représentant de la FEN, la Fédération Sport de notre terre. En qualité de président, je suis très content d'être ici parmi vous. Je veux remercier le maire, Marlène, pour l'accueil, mais aussi Bruno Zanivan, président du Centre provincial, du Centre des études franco-provençales de Neviglia, et surtout Christiane Dunoyer, directrice scientifique du centre, et je crois la principale organisatrice de cette bellissime, de cette très belle journée, de cette conférence. Je suis ravi d'être ici parmi vous et je signale aussi qu'il y aura la présence un peu plus tard d'un collègue à moi qui a travaillé aussi avec Christiane, il s'appelle Fabrizio Villarin, il fait partie de la FENT avec moi de la fédération et il est président d'une des spécialités des Jeux. Et je remercie encore le maire et tous. Surtout, j'insiste sur Christiane pour cette très belle idée. Et on est ici pour imaginer de partager des idées
imaginer un rose futur pour les jeux et les sports popolari valdostani. Una piccola precisazione per quanto riguarda la federazione, quindi la FENT, Federazione Sport dell'Entrantera, è un'associazione sportiva che ha per finalità la tutela, la promozione, lo sviluppo e lo studio dei giochi e degli sport popolari valdostani. La stessa riunisce e coordina tutto quanto l'attività dei 5 giochi che sono rappresentanti in modo significativo in Valle d'Aosta, quali il gioco del palè, la mora, lo zara, la rubata e il fiolè soprattutto, che oggi sarà il principale attore di questa manifestazione. L'obiettivo principale, quello della federazione che ho l'onore di rappresentare in questo momento, è sicuramente di favorire tutto questo patrimonio fantastico rivolto in modo particolare ai giovani, quindi aumentandone sia la diffusione che la conoscenza. Naturalmente sono delle iniziative a carattere regionale, nazionale ma anche internazionale. Primo fra tutti, lo voglio citare anche con un certo orgoglio, è il corso di avvicinamento e di conoscenza degli sport popolari a livello scolastico delle scuole primarie, in orario curriculare, attraverso la preziosa collaborazione della Regione, in modo particolare l'assessorato alla pubblica istruzione, abbiamo l'onore di avere l'assessore qui presente. Quindi diciamo il nostro obiettivo è soprattutto quello di conservare e soprattutto tramandare alle future generazioni questo patrimonio storico, culturale e linguistico. Quando parlo della Regione lo voglio dire con grande affermazione, va ringraziata a tutto tondo per tutto quanto fa e per quanto ci sostiene. Sono state promulgate 2 importanti leggi, una dal 1953 del 1981, l'altra è del 2003, una valorizza gli sport popolari e l'altra ci sostiene dal punto di vista economico. Ma soprattutto approfitto per ringraziare anche la Presidenza del Consiglio, in quanto proprio per questo corso che ormai dura da 25 anni ha messo uno zoccolo duro per questa nostra attività, siamo molto onorati di questo, quindi ringrazio ancora in modo particolare l'assessore qui presente anche e soprattutto per la giornata finale, in quanto ci sostiene a tutto tondo, perché dovete sapere, poi se avrò occasione nelle prossime giornate farò anche un approfondimento su quello che è l'attività. Mi preme però ricordare che sia l'assessorato, l'assessore qui presente, che la Presidenza del Consiglio anche dal punto di vista economico sono molto presenti, anche e soprattutto dal punto di vista economico. Questo lo voglio dire con grande fermezza proprio perché fuori dalle mura della Valle d'Aosta qui siamo chiamati per queste iniziative di tipo sovracomunali, anche regionali. Siamo citati ad esempio perché è difficile trovare un'amministrazione regionale così attenta. Lo dico in maniera trasversale, io sono presidente da qualche tempo, ma ho ereditato questa grande capacità da parte della Regione di essere insieme a noi per questo importante patrimonio, come dicevo, che è sicuramente storico, linguistico, ma anche e soprattutto culturale. Quindi per il momento concludo, ringrazio ancora e augurando buon lavoro a tutti. Merci Guido Théodule. Je passe la parole à monsieur l'assesseur Jean-Pierre Lichard, qui est assesseur régional aux activités et aux biens culturels, au système éducatif et aux politiques de relations intergénérationnelles. Merci, mesdames et messieurs, chers invités, cher Guido, cher Bruno Domenech, qui est là, qui photographe avec son appareil, chers amis. C'est avec un vrai plaisir et une certaine fierté que je vous souhaite la bienvenue à Saint-Nicolas pour l'ouverture de ce colloque consacré aux Jeux et sports traditionnels en Europe. Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici aujourd'hui dans ce magnifique village de montagne profondément lié à notre mémoire collective pour parler de ce qui nous unit, de ce qui nous relie à travers le jeu. Saint-Nicolas, c'est un lieu symbole, c'est aussi la siège du Centre d'études franco-provençal René Villien, récemment reconnu, on l'a dit, par une loi régionale qui
on souligne l'importance scientifique et culturelle. Je tiens à saluer, à remercier Christiane Dunoyer et toute l'équipe du Centre pour leur engagement dans l'étude, la transmission, la valorisation de notre patrimoine immatériel. Je remercie également la commune de Saint-Nicolas et tout particulièrement sa syndic. En Vallée d'Aoste, on ne dit pas le maire ou la maire, mais le syndic Marlène Domaine pour son accueil et son travail constant en faveur de la culture, de la langue, des traditions. Ce colloque est aussi le fruit de leur engagement. Pendant 3 jours ici à Saint-Nicolas, des voix venues de toute Europe se rencontrent, de la Pologne, de l'Espagne, de la Corse, du Piémont, de la Savoie, mais aussi de notre vallée d'Aoste. Chercheurs, passionnés, enseignants, enfants, curieux, tout réunis pour réfléchir ensemble au rôle essentiel du jeu dans nos sociétés. Car le jeu n'est pas un passe-temps anodin. Il est lieu de transmission, outil de socialisation, terrain de rencontres intergénérationnelles. En Vallée d'Aoste, nous comptons 5 jeux encore pratiqués et reconnus: le tsa, la rebatte, le fiolet, la morra et le palais. Mais la réalité est plus vaste. Nos traditions ludiques sont riches, parfois oubliées, parfois discrètes, mais toujours présentes. Et c'est pourquoi, au cours de cette législature, nous avons modifié la loi régionale de 1981, comme l'a dit Guido, qui reconnaît et soutient les jeux traditionnels. Nous y avons intégré la murra, mais ce travail n'est pas figé. La loi, comme la tradition, est en mouvement. Et d'autres jeux pourront être reconnus, soutenus, mis en valeur. La culture, vous savez, est vivante et notre législation doit l'être aussi. En tant qu'assesseur aux activités et biens culturels, au système éducatif et aux politiques des relations intergénérationnelles, je suis ici pour souligner combien ces jeux, ces pratiques ne relèvent pas seulement du passé ou du folklore. Ce sont aussi des outils puissants de bien-être, de santé, d'éducation. La politique régionale en matière de sport en Vallée d'Aoste soutient à la fois les grands événements et la pratique quotidienne du sport à l'école, dans les villages et au sein des familles. Le sport traditionnel a pleinement sa place dans cette vision globale du bien vivre, du vivre ensemble, du prendre soin des corps et des liens. Je vous en prie de saluer de ma part les enseignants, les animateurs, les bénévoles qui font vivre ces jeux auprès des jeunes générations. Et je veux remercier tous ceux qui, ici à Saint-Nicolas et ailleurs, contribuent à maintenir ce fil de transmission, ce fil d'identité, ce fil d'appartenance. Aujourd'hui, la Vallée d'Aoste accueille l'Europe et à travers le jeu, elle montre ce qu'elle est, une communauté ouverte, accueillante, consciente de ses racines et tournée vers l'avenir. Et avant de conclure, je tiens à vous présenter mes excuses car je devrais malheureusement quitter Saint-Nicolas juste après mon intervention à raison de 2 engagements qui se chevauchent aujourd'hui. Mais je me ferai raconter les détails de ces 3 belles journées par Marlène et Christiane, en qui j'ai toute confiance pour me transmettre l'esprit, les idées et les échanges de ce colloque. Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique colloque. Merci pour votre engagement, votre passion et surtout bonne conférence et bon jeu à toutes et à tous. Merci.
Je vais moi aussi m'associer aux remerciements des personnes qui ont parlé avant moi. Et il n'est pas inutile d'insister encore une fois sur un grand merci que nous adressons à l'assessorat à la culture et à la commune de Saint-Nicolas qui, à travers leur engagement, nous permettent justement de réaliser ce colloque et beaucoup d'autres événements en cours d'année. Et je remercie aussi vraiment de tout mon cœur la FENT et l'AEGEST avec cette fédération et cette association. On a vraiment entrepris une très belle collaboration, beaucoup plus large que ce qu'on avait imaginé dans nos intentions de départ. Et merci aussi à tous les membres du centre, aux bénévoles, à toutes les personnes qui ont collaboré pour la réalisation de ce colloque, les collaborateurs qui se sont occupés de la partie technique et de tout le reste, parce qu'il faut vraiment être une équipe pour que les choses marchent bien, et c'est comme ça qu'on travaille avec plaisir et les résultats arrivent. Donc voilà, après avoir remercié, je tenais à dire juste 2 mots sur l'origine du colloque. En effet, là, dans 3 minutes, nous allons partir avec la première intervention qui sera à distance. Mais avant, je voulais juste rappeler que dans nos intentions, les jeux et sports traditionnels en Europe, c'était vraiment un moment de faire le point sur ce qui se passe en Vallée d'Aoste et en même temps en réfléchissant d'une façon plus large avec des spécialistes qui arrivent d'autres régions et d'autres pays et qui mettent en lumière des aspects différents, soit par rapport à l'évolution des jeux et des sociétés qui nous entourent, ou des sociétés dans lesquelles ces jeux se sont implantés. Et surtout en tenant compte de la mouvance de tous ces éléments qui font que chaque jeu est un parcours, une courbe ascendante, descendante selon les cas, et parfois surprenante, parce qu'il y a des jeux qui ont repris et nous en sommes bien contents. Donc je vous demande peut-être de commencer à faire partir la connexion. Et là, je vais présenter Laurent Sébastien Fournier, professeur à l'Université Côte d'Azur, Nice. Il est notamment l'auteur du rapport « Diffusion et restitution aux communautés de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel, le cas des jeux traditionnels en France ». Et en plus, il est aussi l'auteur d'un livre paru chez Harmattan, Jeux collectifs en Europe. Donc voilà, c'est vraiment un spécialiste du jeu. Il est également président du réseau Euro-Ethno du Conseil de l'Europe. Et donc voilà, spécialiste de la sociologie des sports et des loisirs. Il est voilà, aussi l'auteur d'une anthropologie de la modernité. Un instant, parce que on a de nouveau un petit souci. Bonjour. Vous nous entendez? Oui, très bien, oui. Très bien. Et nous, on vous voit et on vous entend. Très bien. Est-ce que vous avez pu nous suivre? Vous
vous avez entendu la première partie du colloque par hasard? Non, c'était fermé là, c'était pas possible pour moi. Alors là, je viens de vous présenter, donc je peux vous passer la parole. Bon, très bien, je vois que je peux partager l'écran. Vous m'entendez? Oui. Oui, bon, ben écoutez, donc là, voilà, normalement vous allez voir mon écran avec le titre de ma présentation. Très bien, oui, tout marche. Voilà. Voilà. Donc, je voulais. Donc, d'abord, je m'excuse de ne pas avoir pu faire le déplacement jusqu'à Saint-Nicolas, mais j'espère que ce sera pour bientôt. J'étais très heureux de découvrir la thématique du colloque cette année, donc autour des jeux et sports traditionnels, un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la relation entre revitalisation culturelle et développement local, développement endogène, à partir du cas des jeux traditionnels, avec un propos théorique et puis surtout des exemples pour vous montrer un peu de quoi je parle. Donc d'abord, je voudrais indiquer que je me situe dans une optique qui essaye de travailler la notion de tradition au présent. Il y a beaucoup de représentations encore aujourd'hui qui associent la tradition au passé, et à cause de cela, bien souvent, les volontés de sauvegarde des pratiques culturelles sont tournées vers le passé. C'est ce que Daniel Fabre, l'anthropologue Daniel Fabre, appelait le paradigme des derniers. On essaye de recueillir les paroles des derniers artisans, des derniers musiciens, des derniers joueurs de jeux traditionnels, mais le risque de cette approche, c'est d'être tourné vers le passé et pas tellement vers le présent. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été entrepris déjà dans ce sens, avec des collectes de témoignages à propos d'anciennes pratiques, des constitutions de collections d'objets anciens, de textes anciens. C'est une perspective qui est tout à fait intéressante pour l'histoire, et sans doute pour les musées aussi, mais c'est une perspective qui n'aborde pas le présent des traditions. Et de mon côté, je voudrais montrer que le présent est beaucoup plus important que le passé, et même le futur aussi est plus important que le passé et le présent. Et je crois, en tant qu'ethnologue, que l'étude du passé n'est valable et intéressante que si elle éclaire le présent. C'est vraiment l'objet de l'anthropologie, de l'ethnologie. Et par ailleurs, nous, ethnologues, anthropologues, nous parlons de culture qui, par essence, est une chose vivante. Et donc, il ne nous paraît pas juste de renvoyer la culture uniquement au passé. Alors, paradoxalement, ce sont des historiens qui nous ont montré la voie pour réviser nos conceptions sur la tradition. Et ici, je veux exprimer ma dette à l'égard de Eric Hobsbawm et Terence Ranger, avec leur ouvrage qui est très connu, The Invention of Traditions, l'invention des traditions, qui a été publié déjà il y a 40 ans, et qui ne signifie pas que donc ce concept d'invention des traditions, il ne signifie pas qu'il y a manipulation de la tradition par les hommes et les femmes du passé. Il amène plutôt, à mon avis, à réfléchir aux formes et aux fonctions de la tradition, et aussi à la possibilité de créativité que la tradition amène au présent. Du côté des ethnologues, c'est le grand auteur Jérémy Boissevin des Pays-Bas qui a formulé cette question de la tradition en termes de revitalisation, notamment à partir des fêtes traditionnelles, dans un livre qui s'appelle Revitalizing European Rituals, qui est paru en 1992, qui est maintenant un classique. Boissevin parle de retraditionnalisation, de folklorisation, et il anticipe déjà nos travaux sur la patrimonialisation. Donc on veut utiliser la notion de tradition de manière dynamique pour montrer qu'il s'agit d'un processus par lequel des groupes, des collectifs
se construisent en s'appuyant sur des collections. Donc l'idée qui est au centre des travaux actuels sur la patrimonialisation et que je mène autour des jeux traditionnels est de remplacer la notion statique de collection par la notion dynamique de collectif. Les collections sont emblématisées, donc elles apparaissent à travers des emblèmes, à travers des objets. Elles sont légitimées scientifiquement, elles sont authentifiées politiquement, et il s'agit donc d'un processus très complexe que l'on peut appliquer au patrimoine matériel ou au patrimoine immatériel. Et l'inventaire du patrimoine culturel immatériel, qui est réalisé depuis 20 ans grâce à l'UNESCO, l'inventaire du patrimoine culturel immatériel donc, a constitué, a réalisé une collection nouvelle, un inventaire que pour ma part j'ai fait à partir de 2010 autour des jeux traditionnels, et on a progressivement créé un collectif où se sont agrégés différents acteurs, à la fois des scientifiques, des acteurs territoriaux, des joueurs de jeux traditionnels, et donc c'est dans ce cadre-là que je travaille. Donc dans ce contexte, on peut comprendre le patrimoine comme une ressource locale associée à un territoire. La signification du patrimoine est universelle, même si son niveau de manifestation est local. Et ici, je voudrais dire que la patrimonialisation et le patrimoine peut constituer un relais très important dans les projets d'économie tertiarisée, et je me réfère ici à Bernard Pecker, qui publiait en 1989 le développement local et qui a avancé la notion de systèmes productifs locaux. Et on parle aujourd'hui de plus en plus d'économie circulaire, quand le patrimoine produit des richesses, qui à leur tour produit du patrimoine, qui à son tour produit des richesses. Donc on entre dans un cercle vertueux qui permet le développement territorialisé, et donc une bonne alternative économique par rapport à des voies de développement plus globales. Dans un contexte de crise des économies extractives primaires et secondaires aujourd'hui, où on cherche des solutions durables, le patrimoine va constituer une voie d'accès au développement endogène, et j'emprunte ce concept à Georges Benko dans la science régionale. C'est un développement fondé sur une atmosphère de district, en italien distrito industriale, un vieux concept économique qui permet de produire de la richesse localement sans faire appel à des agents extérieurs. Cette richesse est fondée essentiellement sur la culture, donc sur le vivant, et c'est pourquoi la notion de patrimoine culturel et celle de patrimoine vivant sont extrêmement importantes pour nous. La valorisation de ce type de ressources suppose des choix politiques pour actionner un cercle vertueux de développement, et dans le cas des jeux et sports traditionnels, on a bien pu identifier comment fonctionnait ce processus, et je vais vous donner ici quelques exemples. Donc, je récapitule le travail que nous avons effectué depuis 2010, et il faudrait se référer ici au site internet pci.hypothèse.org, où vous trouverez les rapports de recherche de notre équipe, qui a d'abord collecté et inventorié des jeux sportifs traditionnels en France, puis diffusé et restitué le matériel collecté vers les communautés, puis réaliser des enquêtes sur les raisons de la participation des communautés à l'inventaire, et enfin réfléchir à la méthodologie des inventaires. Et depuis 2015-2016, nous sommes surtout occupés de transferts à l'échelle internationale avec le festival Tocati, dont parlera Valentina Zingari demain, je pense, et à d'autres domaines du patrimoine culturel immatériel. En fait, nous avons utilisé notre savoir-faire méthodologique réuni à propos des jeux et sports traditionnels pour ensuite le transférer à du patrimoine culturel immatériel, les fêtes, les savoir-faire, les connaissances liées à la nature, etc. Alors, des exemples. Donc là, je prends un exemple, j'ai retrouvé une photo de quelque chose dont vous allez parler aussi dans le colloque, c'est le cornichon, le coinchon. Donc là, c'est un exemple
de pratiques ludiques traditionnelles très faiblement institutionnalisées, avec, donc vous voyez, hein, une manière de faire à la maison, de pratiquer ce jeu dans une ambiance qui n'est pas du tout valorisée culturellement. Hein. On a quelqu'un là qui joue, qui s'apprête à jouer au cornichon, à Savoie, à Six. Il est chez lui, dans sa ferme, et bon, il prépare des bâtons là, pour jouer à ce jeu. Il n'y a pas, a priori, de valorisation touristique ou culturelle ou patrimoniale, sinon que l'on en a fait une fiche d'inventaire. De la même façon, j'ai retrouvé ici des images de la pomme d'Artignosc, dans le village d'Artignosc dans le Var, où, comme vous le voyez, les jeunes du village, à une date fixe qui est rituelle, jouent à un jeu de pommes, là, donc avec des balles de tennis, contre le mur de l'église locale. Et comme vous le voyez sur les images, on ne prend même pas la peine de couper la circulation, de fermer l'espace du jeu au public. Enfin, les acteurs et les spectateurs sont complètement et on peut se mettre à jouer de manière spontanée si on passe à Artignosc pendant ce jeu. Plus institutionnalisé, l'exemple de la force basque qui avait été documenté, alors ici c'est du côté français de la frontière, un jeu de tir à la corde. Vous voyez que ce jeu est joué sur un tapis, qu'il s'agit d'équipes qui sont inscrites dans un championnat avec un dérèglement, avec une institutionnalisation sur le mode sportif qui date de presque un siècle et qui en même temps met en valeur l'identité basque. De l'autre côté de la frontière, alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, de l'autre côté de la frontière, j'ai pu assister l'an dernier au même type de jeu de force basque, ici à Bilbao, lors des fêtes de Bilbao, avec une compétition féminine de jeu de force où il s'agit de découper des troncs de bois à la hache très, très rapidement devant un public. On voit qu'ici il y a déjà une organisation sportive de la pratique. Maintenant, pour prendre d'autres exemples, j'ai sélectionné ici une image d'un jeu de quilles camping par la Fédération nationale des sports. On voit bien que ici c'est dans le cadre d'une association militante de valorisation du milieu rural que les jeux traditionnels sont organisés, donc on est en dehors du milieu de pratique traditionnelle. De la même façon, ce jeu de quilles qui apparaît ici à l'écran, je l'ai documenté. Dans le sud de la France, à Gruissant, où une série d'actions de la collectivité territoriale Occitanie le Festoum, et là c'est une manière de présenter
qui est le jeu, ça va? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Donc là, je présente cet exemple de festival où les jeux sont mis au service de la promotion de la culture régionale, mais peuvent être pratiqués par la tradition et la pratique des jeux. Alors en résultat de ces exemples, je voudrais dire que, donc, comme je l'ai montré par les exemples, il y a des modalités de pratique qui sont très diverses. Lorsque l'on parle de jeux sportifs traditionnels, il faut être attentif à ces modalités de pratique, à leur relation au contexte. Il y a des pratiques qui ne sont pas du tout institutionnalisées, qui sont cependant patrimoniales. On a des jeux en Bretagne, je ne vais pas parler des jeux bretons, mais on a des jeux en Bretagne qui n'ont pas été inventoriés, mais qui existent néanmoins. Donc il faut penser que ces jeux non institutionnalisés existent, sont parfois les plus authentiques, on va dire, mais ils ne sont pas patrimonialisés. Certaines pratiques sont peu institutionnalisées et d'autres sont déjà fortement institutionnalisées, ce qui nous oblige à être attentifs au contour de cette catégorie de jeux et sports traditionnels et à faire des études comparatives entre les pratiques. Un autre résultat de nos études, c'est que l'étude même de ces pratiques participe de leur transformation. Donc on peut appeler ce processus l'ethnologisation des pratiques culturelles en général, mais ça marche aussi pour les jeux et sports traditionnels de façon plus particulière. Il y a un risque, mais en même temps, ce n'est pas forcément négatif, à ce que l'inventaire, la documentation des pratiques amène leur transformation et la transformation de leur sens. Donc, notre résultat, je dirais, c'est ça concerne les enjeux complexes de tout processus de revitalisation. Dès lors que l'on commence à toucher à des pratiques traditionnelles et qu'on les patrimonialise, vont être mêlés des aspects sociaux et institutionnels, des aspects politiques, des aspects économiques et touristiques, avec des volontés de développer les pratiques pour un public extérieur. Mais ce qui est particulier avec les jeux traditionnels, c'est qu'il y a aussi des enjeux physiques, des enjeux éducatifs. Donc, alors, c'est ça qui est, je pense, tout à fait important avec les jeux, c'est qu'on n'est pas seulement dans un spectacle, même si certains jeux sont bien spectacles, il y a toujours la question de la pratique, la question de la transmission pratique, et donc la question de l'éducation. Je pense ici aux travaux d'Aurélie Pont sur le Bourraine en Bretagne, qui ont bien montré ces enjeux d'éducation autour de la lutte traditionnelle bretonne. Alors en définitive, c'est-à-dire pour terminer un peu, je dirais que la richesse des jeux et sports traditionnels, elle vient de leur caractère hybride, de leur caractère mixte, parce que ce ne sont pas seulement des pratiques culturelles, ce sont aussi des pratiques sportives, et ce sont des pratiques qui demandent à réfléchir à l'éducation et à la transmission. Alors ça, quand j'ai travaillé, depuis que je travaille sur les jeux et les sports traditionnels, j'ai constaté que c'était à la fois une très grande force, parce que justement, ça fait leur richesse d'être à la fois sportif, culturel et éducatif. Mais c'est aussi une faiblesse. C'est une faiblesse parce que c'est une matière, les jeux sportifs traditionnels, c'est un groupe de pratiques qui se retrouvent pas forcément bien valorisés dans les politiques publiques. Et bien souvent, en France en tout cas, le ministère des Sports nous dit oui, mais les jeux traditionnels, c'est de la culture. Le ministère de la Culture nous dit c'est des sports. Et puis le ministère de l'Éducation ne sait pas non plus comment s'en saisir. Donc la richesse de ces pratiques, elle est aussi à l'origine de certaines incompréhensions. Et c'est ça qui donne envie aussi peut-être de promouvoir ce secteur, de faire plus d'études autour de ça, pour pouvoir mieux
mieux intégrer leur relation à la diversité culturelle. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, en étant quand même très frustré de ne pas pouvoir participer sur place, parce que bien évidemment que les discussions de vive voix et puis la pratique même des jeux que vous envisagez ce week-end, c'est quelque chose d'irremplaçable. Donc merci en tout cas pour m'avoir permis de présenter ces quelques idées. Je me tiens à votre disposition pour des questions peut-être s'il y en a. Merci Monsieur Fournier. Votre tour d'horizon était vraiment très intéressant. Je m'adresse à la salle pour savoir s'il y a des questions. Oui. Merci. On m'entend? Oui. Merci Laurent Sébastien. Ça fait maintenant très longtemps qu'on s'est vu à Tricot, il y a de ça 30 ans peut-être. Ma question est la suivante. Tu as parlé du développement territorial. Je me posais la question de savoir si en termes d'identification territoriale, tu avais des résultats entre certains jeux qui sont davantage support de cette forme d'identification au territoire et d'autres qui le sont moins. Merci. Oui, je pense que c'est une bonne question, Christophe, parce que jusqu'à présent, on a abordé surtout la différence que chaque territoire, entre chaque territoire. C'est-à-dire, on a surtout abordé l'image des jeux en Aquitaine, en Bretagne, dans telle ou telle région, en considérant que certaines régions étaient plus dynamiques que d'autres du point de vue de la valorisation de ce secteur des jeux et sports traditionnels. Et à cet égard, en France, c'est surtout la Bretagne et le Pays-Bas qui ressortent. De partir des catégories de pratiques et d'avoir, en fonction des familles de jeux, il y en a qui sont plus ou moins solubles dans une dynamique de développement territorial. Donc j'avoue que je n'ai pas trop d'exemples, enfin je n'ai pas réfléchi à la question dans ce sens-là, mais ça me paraît prometteur. On pourrait regarder peut-être à partir des pratiques nautiques du littoral, et puis ensuite à partir de jeux qui existent un peu partout, comme les quilles ou les boules, pour se faire une idée et répondre à ta question. Bonjour Laurent, Sébastien, c'est Valentina, et c'est vraiment un plaisir de vous écouter et d'être ici avec nous tous, avec beaucoup d'amis. Et une question qui concerne un peu l'impact des inventaires, parce que c'est très intéressant de réfléchir à ce point. Les Tocati, en fait, l'association des jeux anciens, l'ARGA, a développé des méthodologies d'inventaire tout le long, en fait, de ces, je dirais, 10 dernières années. Ah oui, c'est ça, pardon. Comme ça, je suis visible. Voilà. Et donc, je voulais savoir si, par rapport à ces points-là, est-ce qu'en France, il y a des réflexions qui se développent sur ces points? Est-ce que des études sur l'impact des inventaires, de nos recherches, de nos ethnographies sont en cours? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être les favoriser? Mais c'est un point, je pense, très intéressant parce que parfois, on voit à quel point les communautés qui sont impliquées sont, je dirais, sensibilisées à la valeur de leurs pratiques. Et donc, je voulais voir si tu pouvais nous amener une réflexion sur ces points-là. Merci. Merci, Valentine. Donc, la question, on l'avait posée il y a déjà une dizaine d'années lorsqu'on a commencé l'inventaire des jeux et sports traditionnels en France. Et on l'a posé dans un cadre régulier, puisque l'inventaire a été
réalisé autour des jeux. Au départ, maintenant il y a 500 ou 600 fiches sur l'inventaire national. Au début, les 150 premières fiches étaient uniquement des fiches consacrées à des jeux sportifs traditionnels que j'avais collectées avec mon équipe à l'Université de Nantes en 2010. Donc on partait, on avait une assez bonne avance là-dessus, et puis donc vers 2015, on a fait quelques sondages de ce point de vue-là pour voir un petit peu les impacts de ces inventaires. Il y a eu une année de recherche qui a été consacrée à ça, à Aix, dans le laboratoire IDMEC, où on a précisément collé des témoignages de gens qui voyaient ces pratiques s'afficher sur le blog. Alors j'ai rendu compte de ça dans un article de la revue In Situ en 2017 qui s'appelle L'expérience de l'inventaire, une opportunité pour la recherche ethnologique, où je parle un petit peu de cette époque-là. Ensuite, il y a eu la coupure Covid pour tout le monde, et je crois que ce serait intéressant aujourd'hui de lancer une opération qui permette de répondre à la question que tu poses, il faudrait relancer un petit peu, parce que, étant donné l'importance, je veux dire, quantitative de la part des jeux traditionnels sportifs dans l'inventaire français du patrimoine culturel et matériel, ça vaudrait le coup de regarder un petit peu cet impact 10 ans après. Parce que quand on parle d'impact, il y a toujours la question de l'horizon de l'étude. Et la première partie de ma réponse, elle correspond à un horizon assez étroit, puisque c'était seulement 2 ou 3 ans après la mise en ligne des données que nous avions envisagé cet impact. Et bien souvent, ce qui se passait, c'est que l'impact était très différent de celui que nous attendions nous en tant que chercheurs, parce que qu'est-ce qu'on trouvait comme commentaire à nos fiches, c'était des gens qui voulaient acheter du matériel de jeu. C'était des gens qui voulaient savoir où on pouvait se procurer des palets ou des quilles. Donc des questions très pratico-pratiques de la part d'un joueur qui me demandait, donc à travers mon blog de recherche, où est-ce qu'on peut acheter, où est-ce qu'on peut commencer, où est-ce qu'on peut trouver un club pour pratiquer tel ou tel jeu. Moi, j'habite en Bretagne, dans telle ou telle ville, je voudrais être mis en contact avec un club. Donc c'était vraiment des questions très, très concrètes qui étaient posées. Et d'être poursuivi, bien sûr, ce type d'approche. Merci beaucoup. Si vous pouvez suivre le reste, on pourra peut-être continuer le débat plus tard ou demain, si jamais vous pouvez suivre le reste du colloque. Pour le moment, nous vous remercions. Et voilà, je pense que... Oui. Écoutez, oui, mais moi je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité, malgré les circonstances un peu artisanales. Mais surtout, je vous souhaite de très beaux échanges et amusez-vous bien avec les amis qui sont là. J'espère que vous aurez des belles journées là, en Val d'Aoste. Donc, bon, je vous souhaite de bons travaux. Je vous dis à bientôt. Merci. Je présente José Antonio Perales Díaz, chercheur à la Cátedra del Patrimonio Inmaterial à l'Université publique de Navarre. Monsieur Perales est titulaire d'un doctorat en anthropologie de l'Université autonome de Madrid. Il a mené des travaux de terrain à la frontière occidentale des Pyrénées et a écrit plusieurs livres et articles sur fêtes et sports transfrontaliers.
le plus récemment dans Journal of Borderland Studies. Il est actuellement chercheur et professeur collaborateur à la cátedre du patrimoine matériel de l'Université publique de Navarre. Bonjour à tous. D'abord, je veux dire merci au Centre d'études franco-provençal de m'accueillir et d'avoir accepté cette invitation. Qu'est-ce que sport transfrontalier dans les villages des Pyrénées occidentales? Dans cette conférence, je vais décrire deux événements sportifs transfrontaliers, la course des contrebandiers des salles et le concours de lancer de palettes utilisé par les chasseurs des salades et des salles. Des exemples sélectionnés montrent comment les communautés frontalières utilisent les sports rural traditionnels dans des contextes festifs pour unir symboliquement les gens de côté de la frontière internationale. Les exemples sélectionnés montrent comment les communautés frontalières utilisent le sport traditionnel dans les contextes festifs pour unir symboliquement
les gens de l'autre côté de la frontière internationale. Vous voyez ici les locus de liens de CRC. Au nord, en France, le département de Pyrénées-Atlantiques, la région de Nouvelle-Aquitaine, et aussi en Espagne, les communautés autonomes de Euskadi et Navarre. Sur la carte, vous pouvez voir aussi les villes au-dessus, Sara en France et en dessous Sara en Espagne. Il faut préciser qu'il s'agit d'une frontière historique établie au XIXe siècle avec les traités de Bayonne. Cependant, dans les Pyrénées occidentales, les communautés de l'autre côté de la frontière font partie du Pays basque, en continuum culturel. Dans les côtés de la frontière, on retrouve des villes similaires, pastoralisme, le monde de bergère, et le commerce, et autrefois la contrebande, et actuellement le tourisme. Et les habitants, ils parlent basque de deux côtés de la frontière, même si dans certaines vallées, plus que la nôtre. C'était une frontière avant, depuis 1993, avec l'intégration de l'Espagne et de la France en Europe, la frontière a changé. Avant, c'était le cul-de-sac des États espagnols et français. Aujourd'hui, avec la mondialisation, elle devient une frontière intérieure européenne. Et c'était autrefois une frontière dure, en raison de la concurrence et des conflits historiques entre États. Aujourd'hui, là, la frontière est devenue une icône, une scène où les cultures et les identités se transforment de manière créative. Aujourd'hui, il se produit une nouvelle délimitation symbolique à des fins touristiques. Et il faut dire que ces communications liées à une recherche parrainée par la Fondation Randiran en 2019, dans laquelle nous avons fait l'inventaire, le classement et l'analyse des faits transfrontaliers. Vous voyez ici la couverture du livre avec les résultats qui ont été publiés en 2021. Nous pouvons parler aujourd'hui d'une revitalisation festive, mais aussi d'une sportification des fêtes transfrontalières. Voilà le calendrier festif transfrontalier. Nous avons identifié plus de 30 fêtes transfrontalières. Mais quelle est la définition de fêtes transfrontalières? Vous voyez ici, sont événements festifs, formels, collectifs et périodiques qui rassemblent les communautés de l'Équateur d'une frontière pour célébrer un objet, épisode ou fait. C'est la définition de Robert Tomisky, géographe à l'Université de Caroline Sud. Et voici la classification des fêtes sélectionnées. Fêtes liées aux faceries et des groupes limites, fêtes religieuses, pèlerination, transfrontalières, etc., foires, collation et marchés transfrontalières, mascarades et d'autres représentations du théâtre populaire et d'événements festifs et sportifs traditionnels. Et à cette occasion, nous allons nous concentrer sur cette dernière section. Pour cela, il y a aussi, comme je vous disais, des événements festifs transfrontaliers qui ont pour activité principale une compétition sportive. Dans la zone frontalière, il existe également de grandes manifestations sportives régionales, football, cyclisme, jeu de ballon et de pelote, force basque, etc. Mais nous allons nous concentrer sur deux petits événements de sport régional
promis pour des agents locaux. Et voyons les premiers cas. Et les jours des contrabandiers des armes. En bas qu'on appelle contrabandiste Neruna. Il s'agit d'une fête sportive célébrée dans ces villes frontalières le dernier dimanche d'août. L'événement principal de cette journée est une course sur le mont Larum, à laquelle participent des coureurs des deux côtés de la frontière. Dans ces courses, on peut dire que ces courses rappellent ironiquement l'époque où les habitants de la zone frontalière vivaient de la contrebande. Vous voyez ici l'affiche qui montre un passeur poursuivi par la garde civile espagnole et par les douaniers, la police frontalière française. Et le cross des contrebandiers est célébré sans interruption depuis 1961. Il est aujourd'hui organisé par la mairie de Sars, l'Office de tourisme et l'association Corica de Sars. Sars est un petit village, une ville touristique d'environ 2200 habitants. L'écrivain français Pierre Loti a situé ici son roman sur les contrebandiers Garnucho. Vous avez entendu parler de Garnucho, de quoi, non? Et les couverts, tous les années, participent à la course 36 couverts venus de 19 communes basques de l'autre côté de la frontière. Et les couverts portent un sac de 8 kilos, imitant les anciens contrebandiers passeurs. Et les crosses commencent sur la place de Sare à 77 mètres et remontent le versant du mont Larum jusqu'à 522 mètres d'altitude pour revenir à la place où se trouve la ligne d'arrivée. Vous voyez ici le parcours de la course, le village de Sara, les monts frontaliers, Larum et Faro. Ici, les liens où vont les découvrir. C'est aujourd'hui l'un des événements festifs et sportifs transfrontaliers ayant le plus grand succès auprès du public. En 2019, environ 2000 personnes étaient présentes en tant que spectateurs. Ce jour-là, la course principale, une course pour enfants, est organisée dans la rue de la ville. C'est une manière d'encourager la présence de différentes générations et de créer un vivier de jeunes coureurs pour maintenir la tradition. C'est important, je crois. Cet aspect peut donner des indications sur la vitalité et la projection future des événements étudiés, puisque la participation des jeunes favorise le maintien de la tradition. La même course est ouverte à la participation des filles. Et bien que pour le moment, il y a encore peu de femmes participant par rapport aux hommes. 8% environ. Et le winner, le vainqueur, Joseba Larralde, un coureur de Lesaca, un village du côté espagnol, a remporté le cross lors de l'édition 17 fois, mais l'édition de 2019 aussi. Ensuite, je montrerai le deuxième événement
sportive franco-belge. Il s'agit d'un événement qui se déroule dans les portes de Lizayeta, à la frontière entre la France et l'Espagne. Ici, Lizayeta. Ça, et ça va. Et le jeu consiste à lancer les palettes le plus loin possible dans une prairie frontalière. On voit les arbitres qui contrôlent le lancer et le jeune homme qui récupère les palettes. Deux équipes participent à la compétition. L'un est de Salah et l'autre de Salah. Mais quelle est l'origine de cet événement sportif? Vous voyez, les pigeonniers vétérans préparent les palettes qui seront lancées dans la compétition. Quelle est l'origine de cet événement? Bon, elle s'inspire de la chasse au pigeon au filet, une ancienne pratique symédiotique qui est célébrée ici depuis plusieurs siècles. Cette pratique culturelle a été documentée par le cinéaste Orson Welles en 1955. Je crois. Bon, je vais mettre un clip de ce documentaire. Speaking in Spain, so of course, since Basques will be Basques, their language is spoken just a little bit more in Spanish. So. Sí, 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 sí. What we're hearing now isn't part of some Basque conversation. It is a war whoop. It's a sort of call, a signal sung from France to Spain. It has to do with pigeons. There they are. Believe it or not, those pigeons are flying directly over the regular smuggling route. They do it every year. Every day, more than 1,000 people smuggle something or other across this border. I don't know how many pigeons there are out there, but I can assure you that smuggling is the biggest industry in these parts, except during the pigeon season. These are German and English pigeons, very orderly and methodical pigeons, and they turn up annually at this border, just at this time, just here, where the Basques on both sides, working in perfectly illegal and harmonious cooperation, catch them. Catch is the right word, too, because here pigeons aren't shot at. The rifle fire is only a sound effect, produced by that long strip of cloth on the pole. This saves ammunition and persuades the impressionable German pigeon that he is being shot at. Those wooden discs, suggesting at the same time that he's being chivvied by hawks. But in fact, he and the rest of his flock are only being rounded up and corralled. A maneuver of the highest intricacy and beauty that begins in France and ends in Spain, where the birds are netted out of the sky like fish. Comme vous avez vu dans le film, la pratique consiste à rider les pigeons, les filets situés dans la forêt. Vous voyez ici l'endroit où sont placés les filets pour chasser les pigeons. Ici. À droite se trouvent les passes officielles, la poste frontière de Lizayeta, et ici, dans ces prairies, que vous voyez, se déroule le lancement des palettes que nous décrivons ici. Donc, il faut différencier d'une part, nous avons la pratique traditionnelle de la chasse au pigeon, au filet, célébrée tous les jours depuis septembre à novembre, à laquelle participent les chasseurs de pigeons d'espèce. Et l'autre, le lancement de palettes dans Lizayeta. Cette compétition se déroule
sur une seule journée appelée la fête de la tradition de Palombière. Ce jour, en plus de l'enseignement de ballet, il y a aussi d'autres activités complémentaires. Le marché artisanal, un repas populaire, des danses basques et un jeu de pelote basque très particulier. Il s'appelle Botalufea en basque. Il s'agit d'un jeu de pommes utilisé auparavant par les bergers du Pays basque. Le jeu consiste à frapper une pilote en cuir d'agneau avec la pomme de la main. Autrefois, les bergers le pratiquaient pendant leur loisir. On jouait en montagne, sur des prairies. Ces lieux sont appelés en basque pilotasoro ou soropil. Ce type de jeu a été récupéré dans la fête de tradition des Palombières. Bon. Un jeu similaire, mais adapté au village, appelé l'Axoa, est maintenu à Iruita, une ville du nord de la Navarre. C'est un jeu de pommes ancien aussi. En guise de conclusion, bon. Selon l'anthropologie, les fêtes, les jeux et les expos sont expression d'identité d'une communauté. Bien évidemment, participer aux jeux, expos et partager leur code symbolique et communicatif signifie affirmer le lien avec un territoire déterminé. En notre cas, les exemples sélectionnés montrent comment les communautés frontalières utilisent une combinaison de loisirs festifs et de sport rural pour revendiquer une identité commune dans des côtés de la frontière. Mais quels sont aujourd'hui les principaux marqueurs d'identité de la population dans cette zone frontalière? Et d'abord, le fait de partager une frontière historique, une frontière qui a été avant dure, mais aujourd'hui tendre, on peut dire. Et les modes de production traditionnels, l'élevage, les commerces et avant la contrebande. Et le plurilinguisme des habitants. Les habitants qui parlent français et basque au nord, espagnol et basque aussi, mais assez de gens des trois langues. Il y a aussi des gens qui ne parlent pas seulement que français ou espagnol. Et les trois éléments ci-dessus sont symboliquement présents dans le derrière, les fêtes et les sports transfrontaliers. Comme je vous disais, depuis les années 80 et 90, nous assistons à une revitalisation festive, mais aussi à une sportification des fêtes transfrontalières. Aujourd'hui, plusieurs éléments festifs ou sportifs oubliés ont été récupérés et d'autres ont été créés ou réinventés. Et bien évidemment, les jeux de sport transfrontaliers sont aussi vieux que la vie elle-même, font partie de nous, de notre environnement culturel. Mais dans ce cas, ils représentent aussi une stratégie identitaire très efficace pour revendiquer l'union de la zone frontalière. Et pourquoi? Parce que tout le monde peut parler basque, espagnol, en français et français, mais pas tout le monde peut participer ou assister en tant que simple spectateur au fait. C'est tout. Grazie mille. Bon, mon français n'est pas très bon, évidemment, mais j'ai essayé de faire comprendre. Très bien et parfaitement compréhensible. Est-ce qu'il y a des questions?
j'étais en train de penser qu'il y a déjà un fil rouge qui lie ces deux premières communications. On a placé l'accent sur la notion de consensus tout à l'heure, et maintenant vous placez l'accent sur la dimension festive. Et je pense que la fête peut être vue comme une cause et une conséquence aussi du consensus social autour de ces jeux. Oui, je suis d'accord. J'ai étudié d'abord les fêtes, mais j'ai trouvé les sports à ce moment de traiter d'exprimer les relations entre des événements, non? Qui sont beaucoup de fois ensemble. Non? Merci beaucoup. Je vais peut-être aller un petit peu loin. Vous m'arrêterez si je vais trop loin. Vous avez fait le lien très intéressant entre le jeu et la chasse. Alors, on sait qu'en France, la chasse est politique. Enfin, elle l'était, elle a toujours été, elle est redevenue à partir de 1988-89, dans une jonction entre le nord-ouest et le sud-ouest. Comme on dit le Pays Basque, les chasseurs, les palmères et les chasseurs de gibier d'eau. Alors je me demandais tout simplement si le jeu ne pouvait pas avoir, notamment au Pays Basque, une dimension un peu politique. Merci beaucoup. Bon, si quelqu'un souhaite en savoir plus sur ces recherches, vous pouvez consulter l'article suivant publié dans le journal Estable. J'ai compris très bien. Je comprends très bien. Et vous posez... Vous pouvez parler espagnol, peut-être pour répondre. Sí. On va vous... Español. Oui, traduire si vous voulez. ¿Podrías decirme en español? ¿Podrías repetirme la pregunta en español? Sí, es la relación entre la caza y el juego en Euskara. La relación política. Sí. La cuestión política. La relación política. La relación política. En fait, est-ce que les sports ont aussi une dimension politique de revendication? La pregunta es si los deportes tienen también una dimensión política como la caza, en este contexto de Pays Basque en particular. Sí, sí. Bueno, hay una cuestión ahí central que es, claro, hay una reivindicación por parte del Pays Basque de convertirse en un Estado independiente, ¿no? Que estas fiestas no reivindican exactamente esta cuestión, aunque a veces están un poquito mezcladas. La reivindicación de estas fiestas transfronterizas se centra en la frontera, en lo que es la zona fronteriza, que son los valles pirenaicos de uno y otro lado. Pero ellos quieren una reivindicación de tipo cultural, de ser reconocidos como una zona especial, pero no necesariamente se busca con estas fiestas reivindicar el etnonacionalismo vasco, sino a veces está mezclado, pero no siempre. No siempre. Es posible que no es una dimensión política también, pero una dimensión identitaria muy fuerte en esas fiestas. Sí, es una dimensión se reivindica la identidad de esta zona fronteriza que ha sido convertida durante los años que dura la frontera dura en una zona subdesarrollada
y marginal. Se reivindica la frontera como un icono, un lugar que tiene una identidad común que favorece a la zona en su conjunto. C'est beaucoup plus en fait une revendication qui concerne le territoire frontalier en tant que tel, avec son histoire, avec ses souffrances et aussi avec, je dirais, son identité particulière, qui est une nouvelle. C'est une revendication du genre de la frontière. Oui, de la frontière. Un espace, Pas l'espace frontalier, de l'espace pas du frontalier. tout les Pays Basques, de la zone frontalière, les gens de la frontière, qui parlent basque, parlent français, espagnol, pendant plusieurs siècles ont été convertidos en un cul-de-sac de France ou d'Espagne. Et à la Moyen Âge, ils sont plus puissants avec entreprises mineries et d'autres. Une économie des frontières, en fait. Oui, mais avec la frontière, en partie, des populations a commencé la migration, etc. C'est quelque chose qu'on a vécu aussi de ce côté de la frontière alpine. Donc c'est une histoire commune des pays frontaliers. D'accord? Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, donc troisième communication de cet après-midi. Tony Fogacci, professeur d'anthropologie à l'Université de Corse, laboratoire LISA. Il va nous présenter le jeu de la mort en Corse. M'entendez? Allora, vediamo questa presentazione in lingua corsa e invece pour ceux qui ne comprennent pas le corse évidemment, parallèlement de vous montrer quelques diapositives, quelques plaquettes concernant en français pour expliquer ce que je dis. Vous allez voir que c'est assez compréhensible. Je vais vous donner beaucoup d'exemples déjà de description de ce jeu, la symbolique des chiffres. Allora, prima fare ringrazio tutta la squadra Cristiano Di Noyer, la squadra del Centro di Studi Franco-Provenzale, per colta in San Leonardo. Poi ringrazio assai l'associo Rossi Gamora, Elisabetta Elisandro Casamarte, marito e moglie, Emilio Salfatacci, Cosnet Info, sito Cervioli, che lui ha preso la serie Italia. Di aversi usato marcia prima a fare. Un esempio di morte. Io venivo l'origine difficile da conoscere, assai antico, sarebbe un luogo attestato in parecchie culture, egiziane, romane,
si ritrova in Maghreb, sia in Cina, presente nel Mediterraneo. In Mongolia e in Cina si dice anche che l'origine, l'etimologia di questa parola sarebbe di facilitare i diti. O io di pisare i diti, facilitare i diti di sicuro. Come parecchi yoga, a principio un gioco, ma infatti è piuttosto un rito di divinazione. Allora, o yoga amore, vado a descrivere bene un yoga amore. Penso che c'è un punto che è importante, in questo yoga c'è una linea tra orecchie, voce e mani. L'archeologo Laurent dice che a principio ci sarebbe una coordinazione dell'azione di mano e di faccia. Il suo comportamento si gesti sono di nuovo un luogo di memoria. Una memoria che certe volte mi perso un po' il senso. E penso che si trasmette anche espressioni che sono abbastanza antiche. Allora, vado a descrivere bene questo yoga di Mora. Qui avete una descrizione che è presa l'archivio di fondo Lad, che era un tedesco, Wolfgang Lad, che era venuto in Corsica nel 1958. 73, e c'è una persona che parla che dice sino a un po' di anni fa in circondi da Iaccio a domenica e io giorni di vesti erano giornate di mora cantata giocano a mora ma cantavano giovanotti ogni mattina si mettevano a un tavolino suoni 2x2 3x3 e anche 4x4 e si giocava vinigaldi, spuntini eccetera. Allora i due giocatori, uno ti punta all'altro, uno dà un numero, l'altro un altro numero, e ciò dà il risultato di questi due numeri. Per quelli che conoscono il yoga, conoscete come si yoga. Allora penso che vanno bene di simbolica di numeri. Ogni numero può corrispondere a me a una rappresentazione culturale che viene da lontano. In più di un valore simbolico tradizionale, avete in Corsica mica solo un numero, è accompagnato da espressioni, anche da proverbi, e da voci, brioli, che sono i veri segni di una cultura. E Safari si ritrova di noi nel yoga di Ghina, francese l'Otto, Cina, il yoga di Ghina è in corso. In due avete ogni numero da 1 a 90 e ogni numero ha un significato. Ad esempio, si dice, quando si dice 12 si dice l'apostoli, 90, Babon, 44, 44. Veramente stavolta veramente una simbolica, la descrizione di amore. In Corsica un numero 1, lo chiamiamo di noi lo spinzolo. Numero 2 lo chiamiamo il forchetto, che è così. E soltanto da espressioni come, vi trovo un esempio, 2 e 2 archi, 2 e 2 assi, 2 e 2 arci, o anche 2 miri. E se un giocatore, se un giocatore gioca sempre un forchetto, si dice, questo caccia sempre un forchetto. Ce joueur sort toujours le chiffre 2. Je donne quelques exemples à partir de photos qui sont très belles, je pense. C'est pas moi qui les ai fait. Bon. Au spinzolo, au forchetto, e c'è un affare assai interessante dal numero 3, o 3 è associato al prima, trembli. L'annuncia di un numero è solitato da 3 che tremano togore, o trema che trema, o trimma la mora, o trimma, si giocano due R, vi do un esempio.
Donc si può accompagnare l'annuncio di numero da decenni e anche da migliaia. Un esempio è 550, 550.000, 440, 550, 550.000, 600.000. Può essere accompagnato di nuovo da mora, 5 mora, 6 mora, 7 mora o 6 morine. Un esempio di nuovo. Vedete che le autres qui di nuovo prima, ma dopo avete 880, 8 per 8, 80.000, 990, 2000, le stesse affaire. Alors par un numero 10, 10 ne se dit pas, on ne pense pas le chiffre 10, on dit mort. Si dice mora morina, mora che mor, o allora tutta, okay, tutta la mano. Allora larga la mano, o piena. À Amman et Saint-Nazaire, la main entière déployée. Alors là, ce n'est pas des enregistrements, mais ce sont des photos qui ont été prises par... je ne vais pas retrouver le site, c'est le site de la mairie de Cervione. Je vous montre ces photos qui sont très belles pour... E ci sono espressioni che c'erano dopo ai numeri che certi si sono persi, ce n'è tanti che vengono, vale a dire che c'è una creazione, una rinnovazione. Si espressioni sono, sei morto, va giudicato, all'altro giocatore, o punto e mio, punto secco, c'est lorsque le joueur est pris sur un seul coup, le premier point. Ou 5 casini. Notre extrait, l'altra espressione estratto è extrait du fond, Wolfgang Glad. Ciò che tu ci fai, ci hai da passare, ci sei fatto. Ora tocca a me, anche tu sei sotto. Bon, si può riavere anche qui di noi una simbolica antica, perché tutto ciò che è sotto sono i morti, tutto ciò che è sopra sono i vivi. Allora, c'è un arrobeggio, in francese il y a une possibilité de tricher. E a Nantes, la triche a lieu, et a Nantes, i numeri 6 et 7. Le début des deux chiffres. 6, 7. Il y a un jeu sur les voyelles afin de préparer la triche. Donc 6 esistenti o 7 esitanti. Allora, dopo la descrizione di yoga c'è la tematica della trasmissione. Ma vedete che è di noi, non è mica solo un yoga, come gli altri yoga che si vistono in Paese Basco o anche in altri luoghi. C'è di noi un imparare di spazio, la maestria di sociabilità, la pedagogia di una lingua. La maestria di approccio, di amare di noi. Dunque, una sfida d'organe, 3 giorni aggiunti esordi che certi giocatori giocavano in 3 giorni, 3 minuti senza piantare. Ciò che è interessante è che la personalità di ogni giocatore porta una creazione, una creatività a yoga.
e disimulci una teatralizzazione che dipende di un giocatore che è assai interessante. Donc, un esempio in cui ritratto di loro. Vedete, non cerca. Un ritratto che viene qui, una preparazione a sfida, e giusto dopo un esempio di teatralizzazione. E dunque di nuovo a certi tanti che hanno un'esperienza di un giocatore, un gioco di memoria perché ci ho ricordarsi di ciò che lo faccio l'altro giocatore, se lo gioca sempre gli stessi numeri, si rivelano questi numeri qui e penso di noi ci userei un studio davanti, una posizione d'attacco di diversi di questo gioco di memoria. So che ad un tempo di noi, dove Cristiano, ad un tempo non mais j'ai encore un peu de temps. Je vais parler de la transmission, de la patrimonialisation. Bon, en Ontario stesso, qui si sta trovato dall'associo Corsica Mora, vedete che o più che c'è possibilità è a Ontario. Bon, par chi? Perché vedete che Usé, per esempio, qui. Più c'è possibilità di antosì e per cui ci sono non è mica troppo bene di rivedere i giocatori di rivedere sempre antosì, ci sono i giocatori che facciano 6 perché di maniera logica è un antosì che si può vincere. Il reste encore un peu de temps. Vabbè, giusto per dire che tutti questi ritratti, c'è una mostra assai importante fatta dall'associo Corsica Mora, stata creata da Alexandre Isabelle Casamat, qui était au scope pour promouvoir la culture et les traditions de du jeu de mort. Ils vont commencer à organiser. Alors qu'il y a un moment où on ne jouait plus, ils reprennent à partir des années 2010 pour recréer des championnats de mort, je laisse rapidement. Donc les affiches. Encore sur des morts. E anche la presenza di un film, un piccolo filmetto fatto da un corso che si chiama Mora Morire. Un concorso fatto al Museo di Agosta che è in premio.
estremi, la riproduzione di Yoko di Mora. L'incarico della Socio Corsica Morti non ha preso partecipazione alla rete associativa di Yoko, Samura in Sardegna, ora a San Juan, ora Pita in Catalogna, ora Bella in Nizza. Un po' di esempio. E dopo l'improvisare della Socio Corsica Morti, che sia assai importante, faccia entro io in di scuole. C'è dopo una barriera di io, ma al tempo di lingua, di in di piccole scuole. L'articolo di giornale. E un piccolo libretto fatto da responsabile della Socio Oliver di Morti. A venire in radio e se ci sono questioni. Des questions? Merci beaucoup. Ah, je reste debout pour... alors, je ne joue pas à l'amour, malheureusement pas trop. J'ai essayé, mais j'ai pas mal... je crois que beaucoup de gens ici ont eu l'occasion d'observer des gens dans l'entourage qui participent. Mon cas, c'est la Savoie, avec cette association, notamment, vous avez cité, Moura Savoia, qui a un peu relancé ça. Ça se jouait de manière informelle avec un film, etc. Mais c'était en perte de vitesse. Et avec l'exemple des voisins piémontais, les gens de Haute-Maurienne, qui est donc la région de Savoie vraiment frontalière, Lens-le-Bourg, Bessan, ces villages-là, beaucoup de jeunes ont relancé cette pratique. Donc ce que vous avez montré, et ce que j'ai pu observer en Savoie, parce que je n'ai pas pu trop le voir ailleurs, un peu en Vallée d'Aoste, les gens jouent debout. Alors qu'en Savoie, la table est vraiment, et en Vallée d'Aoste aussi, je pense. Au départ, c'est la table du bistrot, bien sûr, ou la table familiale, mais même maintenant, quand ils font des tournois dans les salles des fêtes, ils vont jouer, et la table fait vraiment partie du jeu, et notamment pour la musicalité, on tape sur la table, ça fait partie. Alors je ne sais pas, ça ce sera peut-être ma question. Je fais une rapide remarque avant pour donner le micro, sur la musicalité, bien sûr, ça c'est pas étonnant que l'ADE se soit intéressé à ça. Encore, je ne sais pas si Coelecci ou tous les ethnomusicologues corses ont enregistré des tournois de Mour, ou pas des tournois à l'époque, des jeux. Ouais. Et donc j'avais... Moura Cantata, donc ça c'est très intéressant, il faudrait voir, j'ai jamais entendu, je suis curieux. Il y a une dizaine d'années, j'avais fait un livre sur le répertoire musical, principalement chanté de Bessan, en Haute-Maurienne, et on avait très naturellement fait des enregistrements de joueurs de Mour, et on avait intégré ça au CD, et ça fait vraiment partie du paysage musical de ce coin-là. Et dernière chose, sur le fait, en Savoie, c'est pareil qu'en Corse, on ne dit pas deux, on va dire un petit mot qui complète. D'où pourrait, par exemple, deux poireaux. Mais il y a aussi un aspect stratégique, c'est que ça laisse quelques fractions de secondes de plus pour réfléchir au coup suivant. Si on mourait, on a plus le temps de penser que enfin, ça, c'est ce qu'on expliquait les joueurs expérimentés. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une question là-dedans, mais merci. Merci. Oui, alors je voulais le dire, c'est vrai, sur la position, je pense qu'avant aussi, je pense qu'il y avait les deux. Avant, ils jouaient aussi sur la table ou debout. Oui, qu'il y a plusieurs, il y a des gens qui sont même sur un tabouret, ils ont un verre à la main et ils jouent. Par contre, c'est presque ce que m'a dit Alexandre de conseiller Mort, sur le concours international, le championnat mondial, il y a des règles assez strictes et je crois que c'est sur la table. Par contre, ce qu'il m'a dit,
il lui semble qu'il y avait une différence entre la Corse et les autres, parce qu'en Corse, on pouvait jouer 2 contre 2, c'est même arrivé ça m'est arrivé de voir 12 contre 12. Et celui qui arrive au bout de la file remonte et est obligé de recommencer. Il m'a dit, je crois que c'est 2, 3, 4, pas plus. Je ne sais pas si c'est... Mais vous avez raison, sur la musicalité, il y a vraiment quelque chose à étudier. Parce que moi, j'étudie aussi la chasse par ailleurs. La chasse et tout ce qui est rituel de chasse, et je trouve des choses sur le sonore assez intéressantes. Merci. Tu préfères que je parle en français ou mieux en italien? C'est pour, je voulais dire deux choses. L'avantage de comprendre l'italien, le français et on parle le corse. Ok, alors j'essaye en français. Je voulais dire la même chose du monsieur. Le monsieur en Valle d'Aoste, on joue absolument sur la table, que sur la table. C'est pas interdit de jouer debout, mais en principe, on joue sur la table. Et ce que je voulais remarquer, surtout en Italie, la Mora, carrément, il est dans les 5 jeux de la Valle d'Aoste, et j'espère qu'on ira ce soir, il y aura une petite exhibition du jeu, mais le jeu est reconnu à niveau italien par la FIGES. La FIGES, c'est la Fédération italienne du jeu et sport traditionnel. Elle est reconnue à un niveau national. Et ça, c'est très intéressant d'une part, de l'autre, c'était un peu ici la question. Est-ce que chez vous, en Corse, il faut régler le jeu de la Mora? Parce que nous, en Valle d'Aoste surtout, on ne peut pas jouer sans avoir le permis de la questura. C'est interdit parce que pour le moment, c'est encore décliné un jeu pas sûr parce que il est encore parmi les jeux non reconnus officiels à niveau national. Alors c'est ça que je demandais parce que, comme je disais, je suis d'accord avec le monsieur, nous, dans le temps, pas maintenant, mais c'est pour ça que il y a quelques ans, il y a une dizaine d'années à peu près, qu'on a repris le jeu de l'amour à Valle d'Aoste, tandis que dans le temps, c'était presque toutes les semaines, dans les fêtes, surtout les fêtes du pays, mais même dans les petits villages, quand il y avait du pâturage, quand il y avait des petites rencontres, des fêtes, la nuit, et dans les petits, même dans la famille, on jouait à la mort, même le soir. Et l'autre question, je voulais comprendre ici en Corse, il me semble que oui, il y a une belle participation des femmes. Parce que pour le moment, en Valle d'Aoste, il y a très peu de femmes qui jouent. Celles qui jouent, elles sont très très douées. Merci. Merci pour vos questions. Sur la première partie, vous avez dit sur la partie la questura, qu'est-ce que c'est? Une reconnaissance? C'est la police. C'est la normative, en fait, c'est les interdits. La questura, c'est la préfecture. Est-ce qu'on a le droit de jouer? Non. Voilà, c'est illégal. Ah, c'est légal. Donc, chez nous, en Corse, ce qui est illégal en général, c'est ça. On joue dans les... C'est ce qu'on fait. Bon. On joue dans les bistrots. Oui. Dans les locaux, il faut avoir l'autorité à Valle d'Aoste, cœur Valle d'Aoste pour le moment, mais c'est une règle valable pour toute l'Italie, mais vous savez, c'est pas partout égal. Mais nous, sans le permis de la question, on ne peut pas jouer. En Corse, bon, on joue, il n'y a pas de... Et il y a juste une chose, oui, que je voulais rajouter. Alors, quand c'est une partie comme ça, dans un bar ou n'importe où, par contre, il le dit bien dans son livre, Casamarte, il dit que pour le concours de mort, ils ont fait un règlement où il n'y a pas de triche, où il faut respect de l'adversaire, ne pas dépasser les limites. Et en particulier, c'est de bien sortir le chiffre, parce qu'il y a, je ne l'ai pas dit, il y a de la triche aussi sur le trait, où vous allez sortir. 5, si vous dites
mais non, il y a 3. Vous avez des arbitres aussi? Des arbitres? Oui, pour les concours et les arbitres, sinon, vous avez vu, je passe sur certaines, ou parfois, celui qui joue, il joue avec la main droite et la gauche, il compte ses points, avec la main gauche. Sinon, bon, l'ASSO, je pense également, a établi des règles qu'il faut suivre pour le jeu, c'est-à-dire ne pas énoncer le nombre après que l'autre, peut-être un dixième de seconde après, il faut le dire en même temps. Ça aussi, c'est peut-être une clause de triche. Voilà, ça c'est pour... Après, sur la participation des femmes, oui, donc grâce... bon, vous avez vu que c'est la fille, hein, vous voyez, la blonde qui joue, c'est la fille de monsieur et madame Casarmart, les deux qui ont mis en place... bon, je pense qu'elle a appris petite à jouer, elle joue très bien. Pour avoir joué un peu contre elle, c'est pas facile. Il y a beaucoup de femmes qui jouent, et ce qui est important, c'est cette transmission qui est faite dans les écoles, où ça apprend petit à petit. Il organise des journées, alors pas seulement dans les écoles, mais aussi des journées, par exemple pour Pâques, les enfants viennent, il y a des œufs, et en même temps ils vont jouer à mort. On profite pour placer un peu le jeu de partout, pas si j'ai répondu à tout. Oui, c'est mixte, hein, ça c'est important, que ce soit hommes et femmes. Moi, je vais juste une question. En fait, déjà, merci beaucoup parce que toute la puissance de ce jeu sortait bien de votre présentation. Je voulais faire une remarque par rapport à la question de la position debout ou à la table. En Italie, on a vraiment une frontière qui sépare le nord, soi-disant centre-nord du sud. Au sud, en Sardaigne, on joue debout, alors qu'au nord, on joue à la table. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, qui nous ferait presque... voilà. Il passe la frontière en Italie. Elle passe pas, il n'y a pas une frontière, évidemment, visible, mais on a cette différence. Donc quand on fait nos enquêtes... En Sardaigne, c'est pas le sud. Non, mais je disais en Sardaigne et dans le sud de l'Italie. Dans le sud de l'Italie. Ben, je sais, ça va savoir. Ça va savoir. Oui, mais en Sardaigne aussi, on joue debout, comme en Corse. Et c'est très, très lié, effectivement, au monde pastoral. En fait, il y a beaucoup, dans le monde, on a beaucoup de films, de documentaires aussi qui sont faits sur les bergers, y compris les sardes en Toscane qui ont emmené la mort avec eux et qui jouent debout. Et une autre chose, moi aussi pareil, j'étais très étonnée comme Guido de voir autant de femmes. En fait, on a vu pas mal de femmes dans les images, c'est très rare, toujours en Italie, donc je pense que cette question aussi d'amener la mort dans les écoles, c'est quelque chose peut-être aussi de très... Nous, chez nous, je l'ai dit, à Val-d'Or, surtout, ouais. C'est interdit comme jeu, alors voilà. C'est pas facile pour nous rentrer dans les écoles. Oui, et la question de l'interdiction, donc on est en train d'y travailler un petit peu aussi avec les Toccati, parce qu'on a une seule région en Italie, c'est la région du Trentin, c'est Trentin-Haute Adige, où ils ont enlevé cet interdit, et donc la mort est jouée légalement en fait. Et partout ailleurs, effectivement, on a toujours besoin de demander des dérogations, de faire des démarches. Quand on a... Par contre, il y a une chose, alors je ne connais pas très bien la loi, mais dans les lieux publics, par exemple dans des contextes de fête, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est dans les ostériers, c'est dans des lieux en fait plutôt de consommation d'alcool et tout, où là, les restaurateurs se font des soucis, donc parfois ils demandent est-ce que vous avez... Parce qu'il y a encore ce poids un peu de la loi en fait. C'est un des rares jeux traditionnels où on a encore cette... Parce que beaucoup de jeux ont été interdits au fil de l'histoire. Si je peux ajouter, oui. Valentina, oui, c'est juste que... ça peut être peut-être un moment de confrontation dans ce colloque pour ce qui concerne le jeu de la mort, parce que moi je trouve très étonnant que, par exemple, je disais, là, ça c'est spécifique de l'Italie, mais moi je ne comprends pas. Le jeu de la mort, il est reconnu à niveau de la FIGES, Fédération italienne du jeu à niveau national, mais
on ne peut pas jouer sans l'autorisation de la police. Alors, justement, Valentine a souligné que je crois, je ne me rappelle pas si c'est à Trento ou à Friuli, ils ont fait une loi spécifique pour reconnaître le jeu de la mort. Alors, une trace peut-être pourrait mettre quelque part pour envisager de mettre au moins toutes les régions de l'Italie au même niveau. Alors, c'est-à-dire, il faut prendre l'exemple, encore une fois, dans Trentino ou dans le Friuli, ils nous ont fait une loi, ils ont permis de reconnaître tout à fait le jeu de la mort. Voilà, merci. Oui, je pose la question de cette interdiction. Pardon, je sais qu'en Sardaigne, à un moment donné, c'est interdit. Parce qu'il y a eu des débordements qui sont allés même très loin. À un moment donné, ils l'ont interdit, puis c'est revenu. Après, quelque chose à dire sur l'espace. Sur la position, c'est très intéressant, parce que dans ma région, j'ai remarqué aussi, dans les jeunes refont, ce que font les aînés, souvent, non seulement ils jouent, si vous voulez, en plus, c'est là, ils essaient de déstabiliser l'adversaire en changeant de vent, en passant le vent devant. Il faut toujours essayer de déstabiliser celui qui est en face. Il y a un jeu aussi de théâtralisation. C'est théâtralisation. Hein. Vous avez vu celui qui fait comme ça, puis qui fait comme ça presque un coup de tête au... Les Espagnols font aussi comme ça. Ah, d'accord. Ça fait partie de la Moi, je trouve extraordinaire au Moramundo, parce qu'il y a vraiment un lien de langue et de façon de jouer. C'est très très difficile d'arriver à un point commun, mais on le trouve à chaque fois. C'est pour ça que je vous remercie pour la trace que vous avez soulignée du Moramundo. C'est une manifestation magnifique parce que vraiment on démontre qu'on joue sur le jeu et chacun maintient les mêmes traditions. Alors, il y a des Espagnols, moi j'ai joué avec, et ils jouent de telle façon, moi je joue assis, mais on arrive quand même et même à le langage, parce que il y a, comme vous avez bien souligné, il y a des numéros que c'est standard pour tout le monde, mais par exemple, Mora, c'est 10, c'est le numéro 10 pour tout le monde, je crois. Nous, en patois, on dit, par exemple, Chissa. Chissa, ça veut dire 6. Et quand on participe au Mouramonda, comme vous avez fait voir, il faut être convaincu de partager un peu les traditions, parce qu'autrement, on n'arrive jamais au but de la partie. Le fait que vous avez souligné la possibilité de confondre 6 et 7, ça nous fait réfléchir à ce que dit Guido, parce que peut-être ici on a inventé le cis pour éviter le 6 et le 7. Ouais. Ça serait je suis ça. Je rajoute aussi... Peut-être le cis. Parce que la mort a été inventé pour toujours des incompréhensions. Parce que sur la façon de parler, moi par exemple, je peux dire en patois. Moi je peux dire qu'est-ce que c'est 4, 7, 6. Alors, dans notre règlement, on a autorisé les joueurs, si le désir, on est obligé de parler en italien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça c'est clair. Parce qu'autrement, si moi je dis on ne comprend pas, ça peut être 3 numéros. Si. En tout cas, c'est un bel exemple qui prouve que la culture peut réunir au-delà des frontières. Et
Ce que me disait d'ailleurs celui toujours de Conseil Camor, il me disait qu'au début je ne savais pas, je voulais jouer les autres, après maintenant je connais leurs chiffres, je connais quand ils disent 6 et 7 et ils jouent tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. On pourra poursuivre toute la conversation sur l'amour déjà tout de suite parce qu'on vous invite à l'étage en bas, boire quelque chose. Ici, on doit faire quelques petites modifications dans la salle pour la présentation qui a lieu à 18h sur la présentation du livre 100 ans de Patron d'Or. Et je vous rappelle qu'après, à 20h, il y a les inscriptions et à 20h45, il y aura le début du jeu de la mort. Et pour qui n'a pas envie de rester toute la soirée au gymnase pour la mort, ici il y aura la possibilité, on va projeter des documentaires toujours sur le thème des jeux. Donc voilà, maintenant on descend un petit moment et rendez-vous ici à 18h pour la présentation du livre.